Dans cette vidéo, je vais te partager 9 secrets autour du sourcing en Chine. Car oui, le sourcing peut être une période hyper intimidante pour toi. Si tu ne parles pas bien anglais ou alors si tu as peur d'aller sur Alibaba, ça peut être très stressant et parfois ça peut remettre en cause un projet e-commerce. Il y a de nombreuses terminologies à connaître, il faut comprendre le process et parfois nos amis chinois sont un petit peu filous, donc avec cette vidéo, je vais essayer de te donner toutes les cartes en main pour que tu puisses trouver un fournisseur sur Alibaba. Et pour tout te dire, c'est des informations que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé, car moi aussi, j'ai démarré, je ne connaissais pas Alibaba, je connaissais pas le marché chinois, j'ai fait des erreurs et donc mon objectif, c'est que tu ne fasses pas les mêmes que moi. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle a été l'astuce la plus intéressante pour toi. Allez, on passe tout de suite au premier élément dont je voulais te parler, c'est ce qu'on appelle le MOQ. MOQ, ça signifie Minimum Order Quantity. Et en français, ça signifie simplement combien de quantité minimum tu vas pouvoir acheter au fournisseur. Lorsque tu recherches un produit, chaque fournisseur va indiquer sur la page du produit le minimum de quantité que tu peux acheter. Parfois, le MOQ sera d'une pièce, parfois ce sera 300, voire plus. Cela va donc dépendre de chaque fournisseur. Alors pourquoi les fournisseurs placent-ils des MOQ? Tout simplement pour te montrer qu'à partir du moment où tu vas vouloir acheter moins que la quantité minimum qu'ils ont mis sur la fiche produit Alibaba, eh bien le fournisseur ne sera pas capable d'honorer ta commande. Pour lui, en fait, c'est pas du tout rentable. Il a donc aucun intérêt à baisser ses MOQ et c'est la raison pour laquelle il l'indique sur chaque fiche produit. Donc globalement, quand tu vas sur Alibaba et que tu vois marqué le MOQ, c'est le nombre minimum de produits que tu peux acheter. Mais parfois, certains fournisseurs vont indiquer un deuxième MOQ et c'est en lien avec la personnalisation du produit. Donc on est dans la même situation, c'est une quantité minimum que tu vas devoir acheter pour pouvoir personnaliser ton produit avec le logo de ta marque. Et très souvent, ce MOQ, il est plus élevé que le MOQ classique qu'ils peuvent te proposer sur Alibaba. Et c'est normal que ce soit plus élevé parce que le fournisseur a une étape en plus à réaliser pour pouvoir mettre le logo sur ton produit. Il doit prendre le produit, le caler sur une machine et ensuite imprimer ton logo dessus. Donc automatiquement, ce sont des frais qui s'ajoutent aux frais produits. Et c'est la raison pour laquelle le MOQ est très souvent autour de 500 pièces sur Alibaba. En plus de ça, il y a encore un troisième MOQ que le fournisseur peut te proposer et celui-ci, c'est autour du packaging. Si tu souhaites obtenir un packaging personnalisé avec ton logo et avec l'ensemble des informations indispensables à avoir sur un packaging avec un graphisme à ta marque, eh bien parfois le MOQ va monter à 1000 pièces. Donc globalement, tu te retrouves avec trois possibilités. Soit tu décides d'acheter un produit sans mettre ton nom de marque et avec un packaging neutre, donc dans ce cas-là, tu peux avoir un MOQ assez bas et plus tu vas vouloir personnaliser ton produit, plus le MOQ va monter. Alors prenons un exemple, imaginons que tu veuilles développer un produit sans forcément mettre un logo dessus, mais avec un packaging personnalisé. Donc globalement, tu peux avoir un MOQ autour du produit de 300 pièces, mais un MOQ autour du packaging de 1000 pièces. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est très simple. Ce que je peux te conseiller, c'est d'acheter 300 pièces du produit et d'acheter 1000 packaging. Alors oui, ça fait beaucoup de packaging à acheter, mais sache une chose, c'est que le packaging, ça coûte que quelques centimes. Donc niveau impact sur la rentabilité de ton produit, ça va être assez faible. Donc ce que tu pourrais demander au fournisseur, c'est d'acheter 1000 packaging personnalisés, tu vas les développer et le fournisseur va utiliser sur ces 1000 pièces 300 packaging pour tes 300 produits. Il va te les envoyer, tu vas les vendre et ensuite les 700 packaging restants, tu vas les utiliser sur ta deuxième commande. Et grâce à cette méthode, tu peux avoir un produit avec un packaging personnalisé. Donc ça, bien évidemment, c'est des négociations à avoir avec le fournisseur. Le deuxième élément sur lequel je voulais te donner un peu plus d'indications, c'est sur la purchase order. En fait, la purchase order, c'est un document qui va résumer globalement ce que tu vas acheter auprès du fournisseur. C'est un peu comme un premier contrat entre toi et le fournisseur. Et à l'intérieur, on va retrouver certains éléments. Bien sûr, il faut indiquer le ou les produits que tu es en train d'acheter, le prix de ces différents produits, les quantités commandées pour le ou les produits, et enfin, il peut y avoir parfois aussi le transport à l'intérieur si tu décides de faire un transport avec le fournisseur en DDP. Alors ce document, il est très important puisque c'est le premier contrat, comme je te l'ai dit, avec le fournisseur et c'est celui qui va résumer globalement ce que tu vas payer. Donc s'il y a le moindre problème, tu pourras utiliser ce document pour faire valoir tes droits auprès d'Alibaba. Et ensuite, quand ta commande est terminée, ce que je t'invite à faire également, c'est de récupérer la facture de ta commande. Donc là, la purchase order, c'est comme si tu faisais un bon de commande. Et ensuite, il faut que tu récupères la proforma invoice. Donc c'est la facture définitive du prix que tu as payé auprès du fournisseur. Et cette facture va être utile
principalement pour les douanes. Le troisième petit secret que je voulais te partager, c'est les badges Alibaba. Et on va principalement parler du badge Gold Supplier et Verified Supplier. On va commencer par le badge Gold Supplier. En fait, c'est un badge qui s'obtient en payant un abonnement pro sur Alibaba. Donc en gros, tu payes pour avoir ce badge. Avec ce badge, tu vas être protégé lorsque tu vas acheter des produits parce que tous les fournisseurs qui ont ce badge Gold Supplier proposent la trade assurance. Donc on y reviendra un tout petit peu après dans la vidéo et ça va te protéger. Donc c'est très important quand tu vas chercher un fournisseur au minimum d'avoir le logo ou le badge Gold Supplier sur leur fiche fournisseur. Ça donne un tout petit peu plus de confiance et ça permet de montrer que le fournisseur il est un peu plus sérieux que les autres. Ensuite, il y a un deuxième badge à connaître, c'est ce qu'on appelle le Verified Supplier. Donc là, c'est un niveau au-dessus du Gold Supplier. Donc tous ceux qui ont le badge Verified Supplier sont automatiquement Gold Supplier parce que c'est un abonnement un peu plus. Et ce badge Verified Supplier, en fait, il explique tout simplement que le fournisseur a passé un audit interne dans sa société à travers Alibaba. Donc ça apporte un peu plus d'informations et ça permet aussi de montrer qu'une entreprise externe à Alibaba s'est rendue dans les usines ou dans les bureaux de l'entreprise en question. Elle a vérifié l'ensemble des éléments, donc les conditions de travail, etc., et a donné son accord pour que cette société puisse vendre sur Alibaba. Clairement, quand tu vas faire tes recherches, au minimum, il te faut une entreprise qui a le badge Gold Supplier et l'idéal, ce serait d'avoir une entreprise qui est vérifiée. Et voilà à quoi ça correspond sur Alibaba. Donc en général, tu vas retrouver ce badge près de l'année d'ancienneté du fournisseur. Donc c'est hyper important de vérifier cela sur Alibaba. Maintenant, on passe au quatrième élément, c'est la trade assurance. Et ça aussi, c'est quelque chose que tu dois maîtriser quand tu vas devoir te lancer sur Alibaba. Quand tu vas passer les commandes, il faut absolument que ton fournisseur propose la trade assurance. Donc la trade assurance, c'est, comme son nom l'indique, une assurance qui va te couvrir lorsque tu vas passer une commande auprès du fournisseur. En fait, quand tu vas passer ta commande, tu vas voir apparaître la trade assurance. Donc lors du paiement sur Alibaba, les fonds en fait ne seront pas transférés tout de suite au fournisseur. Ils seront mis de côté et une fois que la commande sera terminée, la somme ira directement au fournisseur. Donc en gros, si jamais il y a le moindre problème autour de ta commande, eh bien les fonds te seront restitués. Donc dans ta recherche, petit conseil, essaye de cocher la petite case trade assurance sur Alibaba, ce qui te permettra d'avoir uniquement les entreprises qui la proposent. Un autre petit secret dont je voulais te parler, c'est le RFQ. Alors peut-être que tu as déjà entendu ou vu cet acronyme sur Alibaba ou sur les différents réseaux, et en fait ça signifie Request for Quotation. Pour faire simple, Alibaba te donne la possibilité de faire venir les fournisseurs à toi. En fait c'est un peu comme un appel d'offres. Donc l'objectif pour toi, c'est de réfléchir à tout ce que tu veux autour de ton produit. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une offre en tête et tu vas devoir l'intégrer dans un fichier Excel par exemple. Tu vas mettre à l'intérieur tout ce que tu souhaites avoir autour de ton produit, donc les différents produits qui peuvent composer un bundle si tu veux faire un bundle, un packaging personnalisé, un flyer à l'intérieur, bref tu es vraiment hyper large et tu dis tout ce que tu veux. À partir de ce moment-là, tu vas envoyer la request for quotation à travers Alibaba avec un petit message pour expliquer globalement qu'est-ce que tu recherches et combien de quantité tu aimerais acheter. Et ensuite, quelques heures après, les fournisseurs vont répondre à ta demande et vont te faire des premières cotations. Donc ça simplifie en fait ta recherche fournisseur. Tu n'as plus besoin d'aller toi-même chercher les fournisseurs sur Alibaba, d'aller vérifier leurs produits, etc. Tous les fournisseurs qui se trouvent légitimes pour répondre à ta demande vont te contacter. Donc ce qui permet parfois quand tu es bloqué, que tu trouves pas de fournisseur, eh bien ça te permet d'avoir des propositions et dans ce cas-là, ça te fait gagner du temps. Alors par contre, il va falloir être extrêmement précis pour éviter que certains fournisseurs répondent un peu à côté de la plaque. Pour faire un RFQ, c'est super simple. Tu vas aller sur Alibaba, tu vas ensuite dans My Alibaba et après tu vas cliquer sur Submit RFQ. Tu vas rentrer ton texte un peu personnalisé et tu vas intégrer ton fichier Excel. Et au bout de quelques heures, tu vas avoir des réponses. Maintenant, on va passer aux incoterms et je vais te révéler un secret autour du EXW et du FOB. Les incoterms, ce sont des termes qui définissent les obligations et responsabilités du vendeur et de l'acheteur dans le commerce international. Donc pour faire simple, quand il y a une transaction entre un acheteur et un vendeur, eh bien il faut se mettre d'accord au préalable sur les obligations de chacun. Et tu as sûrement dû déjà voir passer les termes comme EXW ou FOB. On va démarrer tout de suite avec le EXW. EXW, ça signifie ex-worth. Pour faire simple, le fournisseur va s'occuper de produire les produits, d'emballer les produits, donc de les mettre dans les packaging et ensuite dans les cartons, et de mettre à disposition les produits à la sortie de l'usine. Donc c'est à toi, ou plus précisément à ton forwarder,
forwarders d'aller chercher les produits à l'usine pour ensuite les amener sur le bateau et les faire revenir en France. L'incoterm FOB, c'est un tout petit peu différent. Le fournisseur s'occupe toujours de faire la production des produits, il met tout dans les packaging et ensuite dans les cartons, mais cette fois-ci, c'est lui qui va aller livrer le port et donc qui va aller mettre les produits sur le bateau de ton forwarder. Donc automatiquement, ça va impliquer un coût un tout petit peu plus élevé par rapport au EXW. Et alors, quelle astuce je pourrais te donner autour de ça? Eh bien, personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est commander mes produits en FOB. Tout simplement parce que lorsque le fournisseur va devoir livrer au port et mettre les produits sur le bateau, il va automatiquement passer les douanes à l'exportation. Et s'il passe les douanes à l'exportation, il va falloir qu'il donne des certifications autour du produit. Donc s'il y a des certifications spécifiques par rapport à ton produit, c'est le fournisseur qui va devoir les montrer aux douanes. Donc s'il n'a pas les certifications, automatiquement il ne peut pas faire l'exportation. Donc c'est là où tu peux vérifier si le fournisseur possède des certifications. Si par exemple tu vas contacter un fournisseur que tu lui demandes du FOB pour une livraison en Europe et qu'il te dit qu'il ne le propose pas, c'est qu'il y a un loup. Il doit y avoir un problématique quelque part, donc je te conseille pas de passer avec ce fournisseur. Maintenant on passe à un autre secret et je voulais te parler de la commande des produits. Alors mon conseil ici, ça va être d'anticiper au maximum tes prises de commande auprès de ton fournisseur. Principalement pour deux raisons. La première, c'est d'anticiper tes commandes de produits pour surfer sur la vague de Noël. C'est là où il y a le plus gros du trafic et il faut absolument que tes produits soient en stock, donc toutes tes quantités soient en stock au plus tard au 15 septembre. Alors pourquoi je te dis le 15 septembre? Tout simplement pour pouvoir profiter au maximum de la vague, mais surtout pour commencer à bien te positionner en visibilité durant le mois d'octobre et le mois de novembre pour pouvoir ensuite vendre au maximum sur Noël. La deuxième raison, c'est pour anticiper le nouvel an chinois. Le nouvel an chinois, il a lieu tous les ans autour du mois de janvier, février. Et sache une chose, c'est que pendant ce nouvel an chinois, tout est fermé en Chine. Donc ils ne prennent pas de commandes, ils ne font pas de production, il ne se passe strictement rien. Mais surtout, il ne se passe rien aussi 15 jours avant le nouvel an chinois et 15 jours après la période du nouvel an chinois. Donc en gros, pendant quasiment un mois, il se passe rien en Chine. Donc toi, si tu dois repasser une commande et que tout est fermé, bah tu vas devoir attendre le nouvel an chinois, donc qu'il soit passé, pour que tu puisses commencer à demander des nouvelles quantités. Donc si tu es bientôt en rupture de stock courant novembre-décembre, anticipe au maximum, puisque après, tout est fermé, tu ne pourras pas obtenir tes produits. Et enfin, le dernier secret dont je voulais te partager, c'est principalement par rapport au packaging et au carton de livraison. Et oui, parfois, vous confondez les deux, donc là, on va essayer de bien rétablir chaque chose. Le packaging, c'est une boîte ou un sachet dans lequel il y a ton produit. Et sur ce packaging doit apparaître les informations légales et le FNSKU Amazon pour qu'il puisse être entré en stock. Le carton de transport, ou master carton, c'est le carton dans lequel tous tes produits seront rangés. Donc logiquement, tes produits seront dans les packaging et ils vont être rangés à l'intérieur d'un carton. Par exemple, dans un carton, tu peux avoir 30 produits. Et c'est sur ces cartons de transport qu'il faut intégrer l'étiquette de livraison Amazon. Et cette étiquette, tu l'obtiens après avoir finalisé ton expédition sur le seller central. Et la petite astuce que je peux te donner, c'est que si tu as plusieurs produits ou si tu as plusieurs variations d'un même produit, demande au fournisseur de faire des cartons uniques, c'est-à-dire chaque variation dans un carton. Ça évitera aux équipes d'Amazon de tout mélanger et tu n'auras pas de problématique d'intégration de stock par la suite. Voilà, j'espère que ces 9 secrets t'ont permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur l'aspect sourcing et logistique. Si tu as des questions, comme d'habitude, c'est dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!